Ma fille et moi avons passé tout l'après-midi à préparer le dîner du 72e anniversaire de ma mère. Elle voulait de la vraie cuisine de famille, les recettes que ma grand-mère avait laissées. Puis ma sœur a réservé un restaurant et ma mère m'a envoyé un message pour que j'annule. Nous avons de meilleurs plans, a-t-elle écrit. Mon père a ajouté que c'était son anniversaire, donc je devais le respecter. J'ai lu ces mots, debout devant une cuisinière qui sentait encore la cuisine de ma grand-mère. Je m'appelle Diana Gilbreth et j'ai 44 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose et qu'ils oubliaient quand ce n'était pas le cas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais toujours la boîte à recettes de ma grand-mère et tout ce qu'elle avait glissé à l'intérieur. Cet après-midi-là, j'ai cessé d'attendre d'être invité dans ma propre famille. Et j'ai mis un couvert de plus à table. Laissez-moi vous ramener à cet après-midi. Car il a commencé comme toutes mes meilleures journées commencent, en beauté. Je possède une petite boulangerie dans notre ville du Wisconsin. Elle s'appelle Rye & Rosemary et je la gère depuis 11 ans maintenant. C'est le genre d'endroit où les gens savent quel tabouret est le leur. Le matin, je fais du pain et l'après-midi. Je ferme assez tôt pour être à la maison avant que ma fille ne finisse ses devoirs. Mon mari, Warren, enseigne la menuiserie au lycée. Il construit des choses qui durent. Il a d'ailleurs construit la table de cuisine sur laquelle nous cuisinions ce jour-là. Et je mentionne cela parce que cela aura de l'importance plus tard. Ma fille Colette a 16 ans. Elle a les mains de ma grand-mère. Elle ne le sait pas encore, mais moi, je le sais. Je l'ai regardée tout l'après-midi plier le beurre dans la pâte avec la paume de ses mains, presser. Tourner, presser encore. Et j'ai vu ma grand-mère dans ce mouvement si clairement que j'ai dû détourner le regard un instant. Colette m'avait demandé une semaine auparavant si nous pouvions cuisiner pour l'anniversaire de grand-mère. Pas commander. Cuisiner. Je veux faire de la vraie cuisine de famille, a-t-elle dit, les trucs de la boîte. La boîte est la boîte à recettes de ma grand-mère, Rosemary Merrill. Elle est décédée en 2018 et elle me l'a laissée. C'est une boîte en fer blanc cabossé, peinte de rose qui se sont presque entièrement effacées. À l'intérieur se trouvent des fiches manuscrites de sa main, certaines plus vieilles que moi. Tacheté des fantômes d'une centaine de dîners. Haricots colonnada, pain bi. Un plat de pommes de terre que personne dans notre famille ne peut faire comme elle le faisait. Bien que Dieu sait que j'ai essayé. Ce plat de pommes de terre est un point sensible, pour être honnête. Ce ne sont que des pommes de terre, de la crème, de l'oignon, un peu de noix de muscade. Je l'ai fait 40 fois et c'est toujours bon, mais ce n'est jamais juste. Ma grand-mère le faisait parfaitement jusqu'au jour où elle ne pouvait plus se tenir devant une cuisinière. Et elle n'a jamais écrit la seule chose qui comptait, quelle qu'elle soit. Comme les vieux cuisiniers ne le font jamais. Colette avait décidé que cette année, nous allions enfin percer le secret. Elle est têtue comme ça, comme ma grand-mère. Comme moi, même si je le nierais. Alors nous avons cuisiné. Nous avons passé 4 heures dans cette cuisine. Les fenêtres se sont couvertes de buée. Les oignons ont caramélisé pour devenir quelque chose de sombre et de sucré. Et toute la maison s'est remplie d'une odeur que je ne peux décrire que comme un sentiment d'appartenance. C'est le mot. Ça sentait l'appartenance. Colette, renifle, avait une des fiches appuyées contre la boîte à sucre. Et au milieu de l'après-midi, elle a arrêté de remuer et a tracé l'écriture avec un doigt. L'écriture cursive penchée de ma grand-mère. Maman, dit-elle, comment se fait-il que grand-mère Adèle ne cuisine jamais rien de tout ça? J'ai continué à m'activer. Ta grand-mère a des goûts différents, ai-je dit. Mais c'est la nourriture de sa mère. C'est celle de grand-mère Rosemary. Certaines personnes n'aiment pas regarder en arrière, ma chérie. Elle a accepté cela. De la manière dont les enfants acceptent les réponses que nous leur donnons parce qu'ils nous font plus confiance qu'ils ne le devraient. Mais je n'avais pas de vraie réponse. Je veux être honnête à ce sujet. J'avais passé 44 ans à ne pas poser exactement cette question parce qu'au fond de moi, je savais déjà que le fait de la poser me coûterait quelque chose. Nous avons terminé un peu après 17 heures. J'ai mis la table pour toute la famille, Warren et Colette, mes parents. Ma sœur Camille et son mari.
J'ai utilisé les belles assiettes, et au centre, là où il va toujours. J'ai placé le plat de service de ma grand-mère. Un lourd plat de service de couleur crème avec une fine fissure traversant l'émail comme une rivière. Sur une carte. Il a survécu à ma grand-mère et à sa mère avant elle. Il a contenu tous les repas importants de ma vie. J'ai pris du recul. J'ai regardé la table et j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens pas souvent avec ma famille. J'ai ressenti de la fierté. J'ai pris une photo de la nourriture et je l'ai envoyée à ma mère. Presque prêt, maman, ai-je tapé. Colette a fait ton plat préféré. 3 points sont apparus. Elle était en train d'écrire. Puis ils se sont arrêtés. Je me suis dit qu'elle était occupée. Je suis retourné réchauffer le pain. 20 minutes plus tard. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir et la cuisine était encore assez chaude pour que l'écran s'embue quand je l'ai pris. C'était ma mère. Annule ton dîner. Nous avons de meilleurs plans. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois. De la manière dont on touche un bleu pour voir s'il est réel. La cuillère dans mon autre main s'est immobilisée au-dessus de la casserole. De meilleurs plans. Pas je suis désolé. Pas je ne savais pas. De meilleurs plans. Comme si ce que ma fille et moi avions construit tout l'après-midi n'était qu'un substitut. Un brouillon, quelque chose à remplacer maintenant qu'une version réelle était arrivée. Je suis resté là, dans une cuisine qui sentait encore ma grand-mère. Tenant une cuillère en bois qui lui appartenait, et j'ai senti le sol de mon estomac se dérober. Un 2e message est arrivé avant que je puisse répondre au premier. Ma sœur avait réservé un restaurant, un nouvel endroit à 2 villes de là. Le genre avec un menu dégustation et une liste d'attente, et toute la famille y allait à la place. Ma mère avait changé d'avis. C'est l'expression que Camille a utilisée plus tard. Elle a changé d'avis. Puis mon père a texté. Mon père ne texte presque jamais. Il a 74 ans et il traite son téléphone comme un animal hostile. Alors, quand son message est arrivé, j'ai su qu'il avait du poids. C'est son anniversaire, a-t-il écrit. Si elle a changé d'avis, tu le respectes. Je veux que vous méditiez là-dessus comme je l'ai fait. Personne n'a demandé ce que nous avions préparé. Personne n'a demandé pourquoi ma fille avait passé son samedi les bras jusqu'au coude dans les recettes de son arrière-grand-mère. Il n'y avait pas de place dans la conversation pour l'après-midi que nous avions passé. Parce qu'il avait déjà été décidé que l'après-midi que nous avions passé ne comptait pas. Colette est venue à l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle portait encore son tablier, saupoudré de farine, une tache sur la joue. Elle avait entendu mon téléphone vibrer. Elle a un bon instinct, ma fille. Sont-ils en route, a-t-elle demandé. Et voici le moment dont je ne suis pas fier et le moment dont je suis le plus fier. Les deux à la fois. Parce que l'ancienne Diana aurait voulu sourire et dire que tout allait bien. Elle aurait voulu emballer la nourriture et cacher sa peine là où elle ne dérangerait personne. Cette Diana avait souri à travers une centaine de versions de cette même soirée. Mais j'ai regardé le visage de ma fille et j'ai compris avec une clarté qui m'a effrayé qu'elle apprenait quelque chose de moi à ce moment précis. Elle apprenait ce qu'une femme fait lorsque son travail est jeté à la poubelle. Elle apprenait si la réponse était de se faire toute petite. Je ne voulais pas lui apprendre ça. Mais les couvercles, ma chérie, ai-je dit. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Ça se conservera. Elle a commencé à fermer les casseroles. J'ai regardé mes propres mains chercher le plat de service pour le couvrir. Et j'ai vu que mes doigts tremblaient légèrement, comme une maison tremble quand un camion passe. Pas la tempête, mais son avertissement. Je me suis demandé, debout là, combien de fois cela s'était produit. Pas exactement cette chose, mais cette forme. Cette façon particulière d'être effacée. La réponse était trop de fois pour les compter. Si vous avez déjà été celle que votre famille appelle quand elle a besoin de quelque chose et oublie quand ce n'est pas le cas. Restez avec moi. C'est le jour où ça a changé. Parce qu'une fois que je me suis permis de compter vraiment, je n'ai pas pu m'arrêter. 12 ans. C'est depuis combien de temps j'étais celle qui recevait. Chaque Thanksgiving, chaque Pâques, chaque remise de diplôme et baptême et dimanche qui comptait. La nourriture venait de ma cuisine.
Je faisais saumurer les dindes. Je cuisais les tartes à 4 heures du matin avant d'ouvrir ma boutique. Quand le four de mes parents est tombé en panne il y a 2 hivers. J'ai transporté le dîner de Noël chez eux à l'arrière de ma voiture avec les plateaux enveloppés dans des serviettes. Et ma mère a dit à ses invités que Camille avait tout organisé. J'ai un tiroir à la boutique plein de vieux reçus, de fournitures de traiteur, de farine supplémentaire, les chaises de location pour la fête de départ à la retraite de mon père. J'ai payé pour cette fête. Je ne l'ai jamais dit à personne. Il y a une version de la générosité qui se transforme en invisibilité si vous n'y prenez pas garde. Et j'avais laissé la mienne se transformer pendant des années parce que je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. Je pensais que si j'étais assez utile, un jour, ils lèveraient les yeux et me verraient. Ils ont levé les yeux. Ils ont juste continué à voir Camille. Il y a eu un Thanksgiving il y a peut-être 5 ans auquel je pense maintenant. J'étais debout depuis 3 heures du matin. 2 dindes dans les fours de ma boutique, des tartes refroidissant sur chaque grille. J'ai tout transporté chez mes parents et je les présentais, et ça ressemblait à un magazine. Ma mère s'est tenue au bout de la table et a remercié tout le monde d'être venu. Puis elle a dit, « Camille, ma chérie, tout est magnifique. Tu as un tel don. » Camille avait apporté une bouteille de vin et un sac de petits pains de station-service. Elle a souri et a accepté le crédit comme si c'était un manteau qu'on tenait pour elle. Et je suis resté près de la cuisinière, dans un tablier encore couvert de farine. Et j'ai applaudi avec tout le monde. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai jamais corrigé. Je me disais que peu importait qui recevait le crédit tant que la famille était réunie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'une famille où une seule fille est autorisée à briller n'est pas réunie. Elle est juste arrangée. Et puis il y avait la chose à laquelle je ne m'étais pas permis de penser depuis longtemps. Le dîner, il y a peut-être 8 ans, où j'ai apporté un plat chez ma mère. C'était une des recettes de grand-mère Rosemary. Le pain bis, encore chaud, enveloppé dans un tissu. Il y avait des invités ce soir-là. Des gens que ma mère voulait impressionner. Des voisins avec une maison au bord du lac. J'ai posé le pain sur le comptoir, ma mère l'a pris. Et j'ai vu son visage faire quelque chose de compliqué. Et elle l'a porté directement à la poubelle et l'a jeté dedans. On ne met pas de la nourriture de paysan sur ma table, a-t-elle dit, d'un ton léger. Presque en riant, pour les voisins. J'entends cette phrase différemment maintenant, mais ce soir-là, j'ai souri. J'ai vraiment souri et je l'ai aidé à servir le saumon du traiteur. En me disant qu'elle était juste particulière. Le couvercle de la poubelle a fait un petit bruit métallique en se fermant. Je n'ai jamais oublié ce son. Ma sœur Camille a 4 ans de moins que moi. Elle est, de l'avis de tous, la brillante. Elle est photogénique. Elle sait comment une pièce doit paraître, comment une table doit être dressée. Quelle fourchette va où? Et quelle histoire raconter sur notre famille pour qu'elle paraisse chaleureuse et unie. Notre mère l'adore. Il y a des photos encadrées de Camille partout dans la maison de mes parents. Camille à son mariage. Camille en toge et mortier. Renifle, Camille tenant un ruban lors d'un événement dont on ne m'a jamais parlé. Il n'y a aucune photo encadrée de moi dans cette maison. Je l'ai remarqué il y a des années et j'ai fait semblant de ne pas le voir. Camille comprend tout simplement, m'a dit ma mère une fois quand j'ai demandé gentiment pourquoi. Elle sait comment les choses doivent paraître. Avant, je pensais que c'était un compliment pour Camille et une petite correction pour moi. Maintenant, je pense que c'était une confession. Même si je n'avais pas encore la clé pour la décoder. J'ai fini de fermer la dernière casserole. Warren était rentré pendant que j'étais perdu dans tout ça. Et il se tenait à l'embrasure de la porte de la cuisine, sa veste encore sur le dos. Lisant mon visage comme il le lit depuis 20 ans. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste traversé la pièce, a posé sa main sur mon épaule et est resté là. Sans chercher à réparer, juste présent. Et c'est là que ça m'a frappé. La chose qui tournait en rond tout l'après-midi. La chose qui a finalement atterri et m'a coupé le souffle. En 44 ans, personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé si j'allais bien. Pas une seule fois. Pas quand mon premier bail de boulangerie a échoué.
Pas quand Colette est née prématurément et que je suis resté une semaine à l'hôpital. Pas cette nuit-là avec le pain dans la poubelle. Ils m'appelaient quand ils avaient besoin d'un traiteur, d'un chauffeur, d'un chéquier. D'une paire de mains. Ils n'avaient jamais, pas une seule fois, retourné la question. La main de Warren s'est resserrée légèrement sur mon épaule, comme s'il avait entendu la pensée. Et dit-il, qu'est-ce que tu veux faire? C'était une question si simple. Et j'ai réalisé que personne ne me l'avait posée non plus. J'ai regardé la table, toute cette nourriture, tout cet après-midi. Le plat de service de ma grand-mère au centre, qui attendait. Je n'annule pas, ai-je dit. Les mots m'ont surpris autant qu'ils l'ont surpris. Mais une fois sortis, ils m'ont semblé être la chose la plus vraie que j'ai dite depuis des années. La nourriture est déjà faite, ai-je dit. Et moi aussi. Warren a presque souri. D'accord, dit-il. Alors, qui mange? Cela m'a arrêté, car c'était une chose de refuser de disparaître. C'en était une autre de remplir une table que mes parents et ma sœur venaient de quitter. Et puis j'ai pensé aux personnes que ma mère avait passé toute ma vie à m'apprendre à garder à distance. Ma mère a un frère et une sœur, Wendell et Dileya. Des Merrill, comme elle l'était avant d'épouser mon père et de devenir une Hollis. En grandissant, ils étaient des ombres à la lisière de notre famille. Une carte à Noël, un nom mentionné et vite abandonné. Ma mère parlait toujours d'eux de la même manière. Garde tes distances avec eux, disait-elle. Ils ne veulent toujours que quelque chose. Je la croyais, comme on croit sa mère à propos de la météo. Dileya a 68 ans maintenant. Wendell a 70 ans. Leurs enfants, mes cousins, sont des gens que je connais surtout de loin. Par le mince fil d'un texto d'anniversaire ici et là que j'avais maintenu presque sans le vouloir. Ma grand-mère aurait voulu ça. Elle me donnait leur numéro de téléphone, écrit de sa propre main dans un petit carnet. En disant, la famille, c'est la famille, Diana. Ne laisse pas les disputes de ta mère devenir les tiennes. J'avais toujours ce carnet. Je le garde dans le tiroir avec la boîte à recettes. Je l'ai sorti. Mes mains étaient plus stables maintenant. Je l'ai ouvert au M. À l'écriture soignée de ma grand-mère. Et j'ai trouvé le numéro de ma tante. Dileya a répondu à la deuxième sonnerie. Comme si elle était assise près du téléphone toute sa vie, attendant que l'un de nous appelle. Tante Dileya, ai-je dit. C'est Diana, la petite fille de Rosemary. Je sais que ça fait des années. Il y a eu un silence, puis un petit son, et j'ai compris qu'elle essayait de ne pas pleurer. Je sais qui tu es, ma chérie, a-t-elle dit. Et puis, avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ta grand-mère a parlé de toi jusqu'à la toute fin. Elle disait que tu étais celle qui empêcherait la famille de se disperser. Je n'ai jamais su ce qu'elle voulait dire. Je crois que je comprends maintenant. J'ai dû m'asseoir sur le tabouret de la cuisine une seconde après ça. Parce que ma grand-mère avait su. Elle avait su il y a des années quand elle a écrit un seul mot sur une enveloppe et l'a caché dans une boîte en fer blanc. Elle attendait que je sois prête. Et me voilà, enfin prête, un samedi soir ordinaire, autour d'un dîner que ma mère avait jeté. J'ai fait beaucoup de nourriture, ai-je dit. Les recettes de grand-mère. Toute la boîte. J'aimerais vraiment que vous veniez la manger avec nous ce soir. Si tu peux me donner 40 minutes, a-t-elle dit. J'amènerai ton oncle. Il ne peut toujours pas conduire la nuit. J'ai appelé la fille de Wendell, Nan, qui a environ 42 ans et vit tout près. Et elle a dit qu'elle viendrait et amènerait ses enfants et un plat de purée de pommes de terre. Faite avec la même recette que j'échouais à réussir depuis des années. J'ai appelé 2 autres cousins. La nouvelle s'est répandue vite. Comme cela se passe dans les familles qui attendent depuis longtemps qu'on leur demande. Warren est sorti au garage pendant que je passais les appels. Et il est revenu en traînant une table pliante qu'il avait construite pour l'église des années auparavant. Une longue planche de pin qui pouvait accueillir une douzaine de personnes. Il l'a mise bout à bout avec la table de la cuisine et a commencé à disposer les chaises. Tu as cuisiné pour ta famille, a-t-il dit en s'essuyant les mains sur son jean. Remplissons cette maison avec une
Je me tenais dans ma cuisine, écoutant le bruit des chaises qu'il dépliait. Écoutant les casseroles qui gardaient au chaud. Et j'ai ressenti quelque chose que je veux nommer avec soin. Ce n'était pas du triomphe. C'était plus proche de la terreur, parce que je n'avais jamais, de toute ma vie, choisi ma propre table plutôt que celle de ma mère. Et je n'avais aucune idée de ce que cela me coûterait. Pendant que Warren installait les chaises, je suis allé chercher la boîte à recettes. Je voulais ma grand-mère près de moi pour cela. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai prise. Je n'avais aucun plan au-delà de ça. La cuisine de ma grand-mère avait été la pièce la plus chaleureuse que j'ai jamais connue. Petite, toujours embuée. Une radio sur le rebord de la fenêtre jouant quelque chose avec des violons. Elle ne m'a jamais demandé si j'avais été sage ou utile, ou si je l'avais rendue fière. Elle ne me posait que 2 questions quand je passais sa porte. Est-ce que j'avais faim? Est-ce que j'allais bien? Et elle les posait comme si les réponses comptaient. Comme si elle réorganiserait tout son après-midi en fonction de ce que je disais. Ma mère ne m'a jamais posé aucune de ces questions. J'avais 30 ans avant de remarquer que la femme qui a élevé ma mère est la femme que ma mère est devenue voulait des choses si différentes des personnes qu'elles aimaient. Colette m'avait suivi jusqu'au comptoir. Elle m'a regardé prendre la boîte en fer blanc de l'étagère. « Est-ce que je pourrais faire les pommes de terre pour de vrai la prochaine fois ?» a-t-elle demandé. À la manière de grand-mère Rosemary. « Tu dis toujours que je ne suis pas prête. »« Tu es prête ?» ai-je dit. Et j'ai entendu la voix de ma grand-mère sortir de ma propre bouche. « Un jour, tu enseigneras ça à quelqu'un aussi. C'est comme ça qu'on reste. Tu continues simplement à mettre la table et à enseigner au suivant. » Elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais elle comprendra. Elle a les mains pour ça. La boîte en fer blanc était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Je l'ai remarqué de la même manière qu'on remarque une marche qui n'est pas là où on l'attend. Une boîte de fiches devrait ne peser presque rien. Et celle-ci avait toujours reposé dans ma main avec un poids que j'avais attribué à la nostalgie. À la façon dont les choses importantes semblent plus lourdes qu'elles ne le sont. Je l'ai posée sur le comptoir et j'ai soulevé le couvercle, et l'odeur m'est montée au nez. Vieux papier et cannelle et le léger parfum métallique de la boîte. J'ai passé mon pouce le long du bord intérieur comme je le faisais toujours. Et cette fois, mon pouce a accroché quelque chose. Une arête. Le fond de la boîte était un peu trop haut. Je ne l'avais jamais remarqué parce que je n'avais jamais eu de raison de regarder. J'ai appuyé dessus. Il a cédé très légèrement. Il y avait un faux fond. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Je veux que vous compreniez la retenue que cela a demandé. Mais la vérité est que j'ai été interrompu parce que la sonnette a retenti et c'était ma famille. La vraie, celle que ma mère avait effacée, qui arrivait pour manger. J'ai posé la boîte, mon pouce encore picotant, et je suis allé ouvrir la porte. Ils sont entrés du froid, les bras chargés. Dileya d'abord, petite et aux cheveux d'argent. Tenant un plat couvert à 2 mains comme si c'était un bébé. Wendell derrière elle, s'appuyant sur une canne, les yeux humides avant même de m'atteindre. Nan et ses enfants, 2 cousins que je n'avais pas vus depuis une décennie. Ils sont entrés et ils ont rempli ma maison de bruit. Et la première chose que ma tante a faite a été de poser son plat et de prendre mon visage dans ses 2 mains froides. « Regarde-toi » a-t-elle dit. « Tu lui ressembles tellement, comme ma mère. » « Nous serions venus il y a des années, ma chérie, » a dit Wendell en s'asseyant dans un fauteuil. « Personne ne nous a jamais demandé. » Cette phrase est entrée en moi comme une aiguille. Personne ne nous a jamais demandé. La forme exacte de ma propre vie, rendue de l'autre côté. Nous avons mangé. Et j'ai organisé une centaine de dîners, mais je n'en avais jamais organisé un comme celui-là. La purée de pommes de terre de Dileya avait le goût de mon enfance. D'une cuisine que j'aurais oubliée. Mes cousins ont raconté des histoires sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues. Comment elle cachait des billets d'1$ dans les poches de manteau. Comment elle chantait en cuisinant. Comment elle avait une fois conduit 3 heures dans une tempête de neige pour apporter de la soupe. À Wendell quand il avait une pneumonie. Ma fille était assise entre 2 grands-tantes et rayonnait. Warren découpait la viande. La maison était bruyante, chaleureuse et pleine.
Et aucune de ces personnes ne voulait la moindre chose de moi, si ce n'est d'être là. Wendell m'a raconté l'année où la rivière a gelé assez fort pour qu'on puisse la traverser à pied. Comment ma grand-mère avait chargé un traîneau de pain et l'avait tiré jusqu'à 3 familles qui étaient bloquées par la neige. Dileya m'a dit que ma grand-mère gardait un bocal près de sa porte et que tout enfant qui passait affamé était renvoyé chez lui avec quelque chose dans sa poche. Pas de questions, pas de sermons. Elle disait qu'un estomac plein était une sorte de prière. Dileya a dit, elle aurait adoré ça, vous tous ici. Elle aurait pleuré. Colette s'est penchée vers moi à un moment donné et a chuchoté, je les aime bien. 3 mots. Mais j'ai senti toute la forme de mon enfance basculer parce que c'était la première fois que ma fille rencontrait la moitié de sa famille qui rit facilement. Et j'ai compris exactement à quel point j'avais laissé ma mère lui voler aussi. À un moment donné entre les plats. Je me suis retrouvé à faire défiler mon téléphone sous la table comme on le fait. Et je ne sais pas vraiment ce qui m'a poussé à le faire. J'ai ouvert notre discussion de famille, celle avec mes parents et Camille, et j'ai remonté le fil. Des mois, des années. J'ai trouvé les messages que ma mère avait envoyés à propos de son propre frère et de sa sœur. Garde tes distances avec eux. Avait-elle écrit plus d'une fois de cette manière plate et certaine qui lui était propre. Ils ne veulent toujours que quelque chose. Il y en avait un datant de quelques années. Après que Wendell eut pris contact au sujet d'une réunion de famille. La réponse de ma mère, ne les encourage pas. Ce sont des profiteurs. Ils l'ont toujours été. J'ai levé les yeux du téléphone vers Wendell. Qui était à ce moment-là en train de partager son petit pain avec Colette parce qu'elle avait dit qu'elle aimait la croûte. Refusant la seconde moitié pour lui-même. Profiteurs, ils l'ont toujours été. J'ai senti le sol se dérober sous une vie de choses que j'avais crues. S'ils étaient comme ça, s'ils étaient chaleureux, faciles à vivre et ne demandaient rien. Alors de quoi exactement ma mère m'avait-elle protégé? Ou que protégeait-elle? J'ai fait défiler un peu plus loin et j'en ai trouvé d'autres, espacés sur des années. La même poignée de phrases recyclées chaque fois qu'un des Merrill essayait de tendre la main. Ne lui réponds pas. Elle ne veut que de l'argent. Ils vont profiter de toi. J'avais grandi à l'intérieur de ces phrases comme on grandit à l'intérieur d'une langue. Si complètement que je n'avais jamais pensé à en questionner la grammaire. Et maintenant, les personnes que ces phrases décrivaient étaient assises à 2,5 mètres de moi. Passant le pain, refusant de se resservir pour que les enfants en aient plus. Renifle, ne demandant rien. Les mots et les gens ne correspondaient pas. Ils n'avaient jamais correspondu. Un mensonge raconté avec assez d'assurance et pendant assez longtemps cesse de sonner comme un mensonge et commence à ressembler à la météo. J'avais dû me taire parce que Dileya l'a remarqué. Elle l'a remarqué comme ma grand-mère le remarquait. Elle a sorti de son sac à main une photographie, douce au coin à force d'être transportée. Et l'a fait glisser sur la table vers moi. Je voulais te donner ça, a-t-elle dit. C'est de la cuisine de ta grand-mère. Tu n'étais qu'un bébé. C'était une photo de ma grand-mère tenant un nourrisson. Moi. Elle riait à la personne qui tenait l'appareil photo, tout son visage ouvert. Et à côté d'elle, il y avait un bord brut. La photo avait été coupée. Quelqu'un avait pris des ciseaux et enlevé la personne qui se tenait à côté de ma grand-mère. On pouvait encore voir un bout d'épaule, une épaule de femme, tranchée nette du cadre. Qui est-ce, ai-je demandé. Qui a été découpé? La bouche de Dileya s'est pincée en une ligne. Ta mère, a-t-elle dit. C'est la partie étrange, ma chérie. Ta mère s'est découpée elle-même. Elle me l'a donnée comme ça il y a des années. Et je n'ai jamais pu comprendre pourquoi une femme s'enlèverait d'une photo avec sa propre mère. J'ai tenu cette photographie abîmée, et je me suis tourné pour regarder vers le comptoir. Où la boîte à recettes de ma grand-mère était posée avec son faux fond, attendant. Et quelque chose en moi a compris que les deux choses étaient liées. Que la réponse à la question de savoir pourquoi ma mère s'était découpée de sa propre enfance se trouvait dans cette boîte en fer blanc et qu'elle était là. Dans ma cuisine, depuis 7 ans. Je me suis excusé. Je leur ai dit que je revenais tout de suite. Et je suis allé ouvrir la boîte. Le faux fond s'est soulevé avec un petit souffle de poussière.
En dessous, à plat contre le métal, se trouvait une enveloppe. Le papier avait pris la couleur du thé léger. Sur le devant, de la main de ma grand-mère, un seul mot, Diana. Et en dessous, plus petit, pour quand tu seras prête à garder la table. Mes mains n'étaient plus stables. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre les armoires. Le bruit de ma vraie famille, un murmure chaleureux dans la pièce voisine. Et j'ai ouvert la dernière chose que ma grand-mère me dirait jamais. Je ne vous lirai pas chaque mot. Une partie n'appartient qu'à moi. Mais je vous dirai ce qu'elle disait. Parce que vous êtes venu jusqu'ici avec moi et parce que cela a changé tout ce que je comprenais de la femme qui m'avait envoyé un message pour annuler son dîner 3 heures plus tôt. Ma grand-mère a écrit que notre famille n'avait pas toujours été la famille que je connaissais. Que lorsque ma mère, Adèle, était une fille, ils n'avaient presque rien. Il y a eu une maison qu'ils ont perdue. Ma grand-mère n'a pas enjolivé les choses. Elle a simplement dit qu'il l'avait perdue l'année où le travail s'est tari et qu'il avait déménagé dans 2 pièces louées au-dessus d'un magasin d'aliments pour animaux en périphérie de la ville. Elle a écrit sur les hivers où le souper était du pain et du jus de viande et tout ce que l'église laissait sur le perron. Elle a écrit qu'elle n'avait jamais eu honte de tout cela parce qu'ils savaient les uns les autres. Et qu'ils avaient assez. Mais ma mère avait eu honte, profondément, secrètement, insupportablement honte. Ma grand-mère a écrit sur le jour où cela a brisé quelque chose chez sa fille. Adèle avait peut-être 14 ans, et une fille à l'école, une des familles de la maison du lac. Le genre que ma mère passerait sa vie à essayer d'impressionner. Avait découvert où vivaient les Merrill. Et avait dit quelque chose de cruel à ce sujet devant tout le monde. Sur l'odeur du magasin d'aliments, sur la nourriture de la charité. Et Adèle était rentrée à la maison. Et avait cessé d'être la fille qu'elle avait été. Elle a commencé à corriger la façon dont sa mère parlait. Elle a arrêté de ramener des amis à la maison. Elle a commencé, lentement, au fil des ans, à effacer de sa vie toute chose brute. Pauvre et faite maison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui puisse lui faire honte. Elle a enterré le nom, a écrit ma grand-mère. Elle a épousé un homme stable, elle est devenue une Olisse et elle n'a jamais regardé en arrière. Et je l'ai laissée faire parce que je pensais qu'elle reviendrait à elle-même un jour. Elle ne l'a jamais fait. Elle m'a découpé de ses photos. Mon enfant. Parce que j'étais la preuve d'où elle venait. Et elle a passé sa vie à écarter quiconque le lui rappelait. Et, renifle, puis ma grand-mère a écrit la ligne que je n'ai pas pu oublier. Ta mère ne te déteste pas, Diana. Elle détestait le miroir que tu étais. Tu as gardé mes recettes. Tu as gardé mes amis, mon frère, ma sœur. Tu n'as jamais eu honte du magasin d'aliments. Chaque fois qu'elle te regarde, elle voit la fille qu'elle a travaillé si dur à cesser d'être. Ce n'est pas ta faute. Ça n'a jamais été ta faute. Mais j'ai besoin que tu le comprennes. Pour que tu cesses d'essayer de mériter un amour qu'elle ne peut pas donner sans se haïr elle-même. Il y avait de l'encre tachée sur cette partie de la page. Je sais ce que c'était. J'ai pleuré sur. Assez de lettres pour le savoir. Elle a écrit une dernière chose. Je n'ai pas pu sauver ta mère de sa honte. Dieu sait que j'ai essayé pendant 50 ans. Mais je pouvais donner la table à quelqu'un qui la garderait ouverte. Alors? Je te la donne. Garde-la dressée pour quiconque a faim et est honnête. C'est tout ce qu'une famille a jamais été. Ne la laisse pas t'apprendre à avoir honte de la place d'où tu viens. Je suis resté assise sur le sol de ma cuisine pendant longtemps. J'ai pensé à toutes les petites cruautés qui avaient soudainement une source. Le pain à la poubelle. Les photos de Camille et aucune de moi. La nourriture de paysans. La façon dont ma mère tressaillait légèrement chaque fois que je parlais de la boutique. De travailler de mes mains, de la farine sous mes ongles. J'avais toujours pensé qu'elle était déçue de moi. Et elle l'était, mais pas pour la raison que je croyais. Chaque chose faite maison que je faisais était une photographie de la vie dont elle s'était découpée. Je n'étais pas une mauvaise fille pour elle. J'étais une preuve. Je veux vous dire que je n'ai ressenti que de la colère. Parce que la colère est propre et simple et qu'Internet l'adore. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti.
J'ai ressenti du chagrin pour une mère qui avait passé toute sa vie à fuir l'humiliation d'une jeune fille de 14 ans et qui s'était immolée par le feu pour rester au chaud. Je la comprenais. C'était le terrible cadeau de la lettre. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ma mère complètement. Et la comprendre ne me donnait pas envie de revenir en arrière. Cela me rendait enfin capable de partir. Parce qu'on peut comprendre pourquoi quelqu'un se noie et refusait quand même de se laisser entraîner sous l'eau. Je me suis relevé du sol. J'ai plié la lettre et l'ai pressée contre ma poitrine. Et à travers le mur, j'entendais mon oncle rire de quelque chose et ma fille rire avec lui. Et j'ai su ce que j'allais faire. Je suis retourné à table. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait la seule chose que ma mère n'aurait jamais pu faire. J'ai pris une photo de l'endroit exact d'où nous venions. Et je n'en avais pas honte. J'ai cadré la photo avec soin. La longue table en pin que Warren a construite, bondée de gens. Le plat de service fissuré de ma grand-mère au centre, contenant encore le reste du pain bis. Dit Léa en plein rire. La main de Wendell sur l'épaule de Colette. 14 personnes qui étaient venues dès qu'on leur avait demandé. De la vraie cuisine de famille, faite à partir de la boîte. Sur une table que ma mère avait abandonnée. Je l'ai postée dans la discussion de famille, la grande. Celle étendue avec tous les Meryl et les Hollis et les cousins et les beaux-parents. Des dizaines de personnes. La discussion que ma mère utilisait principalement pour organiser des choses et être admirée. J'ai tapé une seule ligne sous la photo. Vraie cuisine de famille ce soir. Exactement comme Nana la faisait. Il y avait de la place pour tout le monde. Puis j'ai posé le téléphone, écran vers le haut, sur la table, j'ai continué à manger. Et j'ai regardé les choses se mettre en place. La discussion s'est réveillée. Un cœur, puis un autre. Un cousin. Est-ce le plat de grand-mère Rosemary? Je ne l'ai pas vu depuis des années. La petite fille de Dileya. J'aimerais être là. Une tante du côté Hollis. Magnifique table, Diana. Les petits points indiquant que d'autres personnes écrivaient ont fleuri partout sur l'écran. Un oncle du côté Hollis a écrit « Ce pain bis ». Personne n'en a fait depuis le décès de Rosemary. Quelqu'un a posté un visage en pleurs. Quelqu'un d'autre a écrit « Voilà à quoi une famille est censée ressembler ». Chaque message était une petite gentillesse, et je les ai regardés s'accumuler. Et j'ai compris que chacun d'eux était aussi, sans que personne ne le veuille, un témoin. Un enregistrement. La preuve, dans une discussion que ma mère avait construite pour être admirée. Que la chaleur avait été là tout le temps, à ma table. Avec les gens qu'elle m'avait appris à craindre. Et puis la question du cousin de mon père, un vieil homme qui dit exactement ce qu'il pense. Attendez, c'est chez Diana? Où est Adèle? Je pensais que c'était son anniversaire. La discussion s'est tue une seconde. On pouvait sentir qu'elle se taisait. Si cela a un sens. Comme une pièce le fait quand quelqu'un demande la chose que tout le monde pensait. Et puis, en bas de l'écran, 3 points gris sont apparus. Adèle est en train d'écrire. Toute la table s'était tue autour de moi. Ma tante a vu mon visage, s'est penchée et a posé sa main sur la mienne. Nous avons tous regardé mon téléphone. Les 3 points ont pulsé une fois, 2 fois, puis ils se sont arrêtés. Adèle est en train d'écrire a disparu. Rien n'est venu. Ma mère, qui avait toujours le mot juste, qui avait narré notre famille pendant 50 ans, avait commencé à écrire devant tout ce qu'elle avait passé sa vie à impressionner. Et elle avait découvert qu'elle n'avait rien à dire. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà cessé d'attendre d'être invité dans votre propre famille? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux parce que je sais exactement à quel point ce silence particulier est lourd. Parce que le silence n'a pas duré. Le silence dans ma famille ne dure jamais. Il se rapproche simplement. C'était peut-être 40 minutes plus tard. Nous étions passés au dessert. Le bruit était revenu. Et je m'étais presque laissé croire que la soirée se terminerait de manière chaleureuse et complète. Puis des phares ont balayé la fenêtre de devant. Une voiture s'est garée brusquement dans mon allée, le gravier crissant sous les pneus.
Je l'ai su avant d'ouvrir la porte. Ma mère a monté l'allée rapidement, mon père quelques pas derrière elle et ma sœur derrière lui. En robe de cocktail noir et talons. Complètement déplacés pour ma cuisine. Ils avaient quitté le restaurant. Quels que fussent les meilleurs plans. Ils les avaient abandonnés en plein repas et avaient conduit 20 minutes jusqu'à ma maison. Et j'ai compris tout de suite qu'ils n'étaient pas venus pour faire la paix. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle est entrée dans mon vestibule, a regardé par-dessus mon épaule la table bondée, dit Leia. Wendell, le plat de service, et son visage est devenu blanc puis dur. Tu as transformé mon anniversaire en spectacle, a-t-elle dit. La pièce derrière moi était devenue silencieuse. 14 personnes, tout en train de regarder. Tu ne voulais pas de ton anniversaire, ai-je dit, en gardant ma voix basse. Tu en voulais un différent. Je t'en ai fait un quand même. Ce n'était juste pas la liste d'invités. Que tu avais en tête. Supprime la photo, a-t-elle dit. Pas une demande. Supprime-la. Excuse-toi auprès de la famille pour la confusion et nous oublierons que tout cela s'est produit. Elle a tendu la main pour mon téléphone et j'ai remarqué, je n'oublierai jamais cela. Que sa main tremblait. Pas le tremblement d'une vieille femme, le tremblement de la fureur. Cela signifiait quelque chose pour elle que je commençais seulement à comprendre. Non, ai-je dit. Le mot a atterri dans la pièce comme une assiette qui tombe. Mon père s'est avancé à côté d'elle. Diana, a-t-il dit, du ton qu'il avait utilisé toute ma vie pour mettre fin aux conversations. Ta mère t'a demandé quelque chose. Montre-lui un peu de respect. Je lui ai montré du respect pendant 44 ans, papa, ai-je dit. J'aimerais essayer autre chose maintenant. Ma mère a changé de tactique. Elle avait toujours été douée pour ça, pour trouver le point faible. Sa voix s'est adoucie en quelque chose de blessé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle dit. Après la vie que ton père et moi t'avons donnée, c'est comme ça que tu me traites. Le jour de mon anniversaire. Il y a un an. Cela aurait fonctionné. Cette phrase exacte avait fonctionné sur moi pendant 4 décennies. J'aurais cédé. Supprimer la photo, présenter mes excuses à la pièce. Emporter la culpabilité à la maison comme un sac de course. Mais j'avais lu la lettre maintenant. Je savais tout ce que j'ai fait pour toi avait réellement coûté et à qui cela avait été fait. Et je pouvais enfin voir la phrase pour ce qu'elle était. Pas de l'amour. Une facture qu'elle m'envoyait toute ma vie pour une dette que je n'avais jamais contractée. Je ne fais plus ça, maman, ai-je dit. Et elle a entendu quelque chose de nouveau dans ma voix parce que le regard blessé a vacillé. Et en dessous, la colère est revenue, plus chaude maintenant. Parce que la culpabilité n'avait pas atterri. Et c'est là qu'elle a fait son erreur. Parce que les gens qui ont l'habitude de contrôler une pièce ne savent pas comment être dans une. Qu'ils ont perdu. Et elle a saisi la seule arme en laquelle elle avait toujours eu confiance. Elle s'est tournée vers la table, vers son propre frère et sa sœur, et sa lèvre s'est retroussée. Tu as fait entrer ces gens dans la maison de ma fille, m'a-t-elle dit. Assez fort pour qu'ils entendent tous. Ces gens? As-tu la moindre idée de ce qu'ils sont? Le mot est resté en suspens. Ces gens. Son propre sang, assis à ma table, devenu silencieux. Dileya a posé sa fourchette très doucement. Elle n'a fait presque aucun bruit, et pourtant tout le monde l'a entendu. Wendell a regardé sa sœur de l'autre côté de la pièce, et il n'a pas détourné le regard. Et sa voix, quand elle est venue, était stable, vieille et triste. Nous sommes ta famille, Adèle, a-t-il dit. Nous l'avons toujours été. C'est toi qui as décidé que nous étions quelque chose dont il fallait avoir honte. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Et je l'ai regardée chercher l'histoire, la version où elle était la victime, l'élégante. Celle qui savait comment les choses devaient paraître. Et je l'ai regardée échouer à la trouver. Parce que tout le monde dans la pièce regardait la même chose. Et c'était elle. C'est à ce moment-là que Camille a craqué. Ma sœur était restée près de la porte dans sa robe noire, les bras croisés. Faisant cette chose qu'elle fait où elle feint l'ennui pour paraître au-dessus d'une situation. Mais le silence était trop pour elle, et elle avait bu du vin.
Et elle a dit la chose qu'elle n'aurait jamais dû dire. C'était censé être ma soirée, a-t-elle lâché. Tu as gâché ma soirée, Diana. Tu dois toujours tout ramener à toi. Je me suis tourné pour la regarder. Ta soirée? Elle a réalisé son erreur une demi-seconde trop tard. Elle a même porté la main à sa bouche, mais c'était déjà sorti. Et maintenant tout le monde avait entendu la fissure dans l'histoire. Et mon père qui ne dit jamais rien, s'est tourné et a regardé sa plus jeune fille avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui. De la confusion. Le début de celle-ci. Parce que cela n'avait jamais été à propos de l'anniversaire de ma mère. Pas vraiment. Le sac à main de Camille avait glissé de son épaule quand elle avait croisé les bras. Et il pendait ouvert à son côté, et je pouvais voir le coin d'une carte qui en dépassait. De couleur crème avec des lettres dorées. Je n'ai pas eu besoin de lire le tout. Je pouvais en voir assez. Félicitations pour Chicago. Le restaurant, le menu dégustation, les meilleurs plans. Cela n'avait jamais été un dîner d'anniversaire du tout. C'était la célébration de Camille, une fête d'adieu. Un toast à sa promotion et à son déménagement à Chicago. Et le 72e anniversaire de ma mère avait été la couverture. Le cadre respectable qui leur permettait d'annuler un vrai dîner de famille pour une fête concernant ma sœur. Ils ne s'étaient même pas donné la peine de cacher la carte. J'ai regardé ma mère et j'ai vu qu'elle savait que je l'avais vue. Et pendant un instant, la fureur s'est drainée de son visage et a laissé place à autre chose. Quelque chose de presque comme de la peur. Je n'ai pas élevé la voix. Je veux que vous le sachiez. Quoi que vous imaginiez, c'était plus calme que ça. Je ne vais pas crier, maman, ai-je dit. Je vais juste finir. Et je suis allé au comptoir, j'ai pris la boîte à recettes de ma grand-mère. Je l'ai portée à la table et je l'ai posée. La boîte en fer blanc a touché le bois avec un petit son, et dans cette cuisine silencieuse. Chaque personne l'a entendu. Tu sais ce que c'est, ai-je dit. Ma mère a fixé la boîte. Elle le savait. Ses yeux se sont posés dessus et y sont restés. Grand-mère m'a laissé ça quand elle est morte, ai-je dit. Je l'ai depuis 7 ans, et ce soir, pour la première fois. J'ai trouvé ce qu'elle avait caché au fond. J'ai sorti la lettre. Je n'ai pas tout lu. Ma grand-mère m'a appris qu'on n'a pas besoin de tout dire pour en dire assez. J'ai lu une seule ligne. Je n'ai pas pu sauver ta mère de sa honte, ai-je lu. Mais je pouvais donner la table à quelqu'un qui la garderait ouverte. J'ai levé les yeux. Elle a écrit ça sur toi, maman, ai-je dit. Elle l'a écrit parce qu'elle savait que tu ferais exactement ça. Elle savait que tu jetterais le dîner de ma fille. Elle savait que tu appellerais ton propre frère et ta sœur ces gens. Elle le savait parce que tu as fui ce magasin d'aliments toute ta vie. Et je comprends enfin que tu ne les fuyais jamais, eux. Tu te fuyais toi-même. Les yeux de ma mère se sont déplacés de la lettre au centre de la table, vers le plat de service. Le plat de couleur crème fissuré qui avait contenu le pain bis. Et je l'ai regardé le reconnaître. C'était à ta mère, ai-je dit doucement. Tu le sais bien. Tu mangeais dedans quand tu étais une fille. Dans 2 pièces au-dessus d'un magasin d'aliments. C'est la dernière chose dans cette famille que tu n'as pas pu jeter. Parce que je l'avais. Et ce soir, il a nourri 14 personnes qui aiment d'où elles viennent. Quelque chose sur le visage de ma mère s'est brisé alors. Pas une confession. Elle n'en est pas capable. Mais une fissure parcourant l'émail, tout comme le plat. Pendant une seconde, la femme élégante et certaine avait disparu. Et j'ai vu la jeune fille de 14 ans qui était rentrée de l'école et avait décidé qu'elle ne serait plus jamais pauvre ou moquée. Et qui avait payé cette décision avec tous ceux qui l'avaient jamais aimée. Warren s'est levé de table. Il ne parle pas beaucoup non plus, mon mari. Mais quand il le fait, les gens l'écoutent, parce qu'ils le pensent. Adèle, a-t-il dit, Diana a nourri cette famille pendant 12 ans. Chaque fête. Chaque célébration dont tu as pris le crédit. Ce soir. C'est elle qui choisit qui elle nourrit. Et elle a choisi les gens qui sont venus. Wendell a hoché la tête lentement. Nous avons perdu cette maison aussi, Adèle, a-t-il dit. Nous tous. Nous ne nous sommes pas perdus les uns les autres.
C'est toi qui as choisi ça. Personne ne t'y a forcé. Nan a pris la parole depuis le bout de la table. Alors, calmement mais clairement. Mes enfants ont des grands-tantes et un grand-oncle qu'ils connaissent à peine, a-t-elle dit. À cause d'histoire. Parce que quelqu'un nous a dit pendant 30 ans que nous ne valions pas la peine d'être connus. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Elle n'était pas cruelle. Elle voulait seulement la vérité, comme le font les gens quand on la leur a caché toute leur vie. Personne ne lui a répondu. Il n'y avait aucune réponse qui aurait survécu à être dite à voix haute. Et ce silence, toute une table de parents attendant que ma mère s'explique et la regardant échouer, était plus fort que n'importe quel cri aurait pu l'être. Ma mère se tenait dans mon entrée, entourée par la famille qu'elle avait passé une vie à nier. Tendant une main pour un téléphone que je ne lui donnerais jamais. Et pour la première fois de ma mémoire, elle n'avait plus de coups à jouer, plus d'histoire, plus de cadre, personne pour l'admirer. Elle m'a regardé et sa bouche a bougé, et je pouvais la voir chercher la dernière chose à dire. La chose qui la remettrait au sommet, qui ferait de cela ma faute. Qui lui permettrait de partir en tant que partie lésée. Et puis, exactement comme dans la discussion, exactement comme les 3 points gris. Elle s'est arrêtée. Rien n'est venu. Je lui ai ouvert la porte. Je l'ai fait doucement. Je n'ai pas été cruel. Et je veux que vous le sachiez, parce qu'être cruel m'aurait rendu un peu plus comme elle. Et j'avais finalement décidé de ne pas l'être. Tu n'as pas perdu cette famille, maman. Tu en es sortie il y a des années. J'ai juste finalement arrêté de te suivre jusqu'à la porte. Elle est partie. Mon père l'a suivie, silencieux, secoué. Jetant un regard en arrière vers la table comme un homme qui vient de voir une pièce où il vivait autrefois. Camille est partie la dernière, ses talons bruyants sur l'allée. La carte de Chicago toujours brillante dans son sac ouvert. J'ai fermé la porte derrière eux doucement. Elle a fait un petit déclic. Tout mon corps tremblait maintenant. Comme il le fait après que le danger est passé plutôt que pendant. 44 ans de mots ravalés venaient de sortir de moi dans une cuisine silencieuse. Et je me sentais vidé et propre, comme une maison après qu'une tempête a finalement soufflé. J'ai appuyé ma paume à plat contre la porte que Warren et moi avions franchie 10 000 fois. Et je me suis permis de le sentir. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas été cruel. Et j'avais quand même finalement dit la vérité. Je suis resté là une seconde, le front presque contre le bois, respirant. Puis je me suis retourné et je suis retourné à la table de ma grand-mère où 14 personnes m'attendaient. Et pas une seule d'entre elles ne voulait autre chose que je me rassoie. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que vous ne le pensez. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de confrontation dramatique. Pas une longue lignée de parents appelant pour prendre parti. Cela n'arrive que dans les films. Dans la vraie vie, une famille qui a tranquillement protégé un mensonge pendant 50 ans ne se retourne pas contre lui du jour au lendemain. Certains des parents au lycée se sont tus avec moi pendant un certain temps, mal à l'aise. Ne sachant pas quoi faire de ce qu'ils avaient vu. Quelques-uns ont pris contact avec précaution, comme des gens testant un sol. Une tante a envoyé un seul message. Je me suis toujours demandé pourquoi Adèle gardait tout le monde à distance. Je suis désolé que ce soit tombé sur toi de le découvrir. Camille a déménagé à Chicago comme prévu. Elle n'a pas dit au revoir. J'ai entendu parler de la fête d'adieu comme j'entendais parler de tout. De seconde main, des semaines plus tard. Je ne lui veux aucun mal. Elle a appris les mêmes leçons que moi, dans la même maison. Et elle a choisi de devenir le miroir préféré de notre mère au lieu de son opposé. C'est aussi une sorte de piège. J'espère que Chicago est assez loin de cela. Je l'espère vraiment. Mon père a appelé une fois, environ une semaine après. Pas ma mère. Mon père qui n'appelle jamais. Il ne s'est pas excusé, exactement. Il n'est pas fait pour ça non plus. Et il a passé 50 ans à suivre l'exemple de ma mère si complètement que je ne pense pas qu'il sache où elle se termine et où il commence. Mais il a dit, je n'étais pas au courant pour la carte, le truc de Chicago. Une longue pause. Je ne savais pas beaucoup de choses, je suppose.
Et puis il a dit la chose la plus proche de désolé qu'il avait en lui. La nourriture avait l'air bonne, Diana. Sur la photo, elle ressemblait à celle de ta grand-mère. Je lui ai dit que c'était le cas. Nous n'avons pas parlé longtemps. Mais j'ai gardé cela parce que c'était réel et parce que cela lui a coûté quelque chose. Et j'ai appris à faire la différence entre les mots qui coûtent quelque chose et les mots qui ne coûtent rien. Mes parents et moi ne sommes plus en contact de la même manière. J'ai réservé une place pour ce deuil. Et je le pense presque littéralement, lors du dîner de famille suivant. Car il y en a eu un le mois suivant, les Meryl et moi, Warren et Colette. Et cela devient une habitude maintenant. J'ai mis une chaise supplémentaire au bout de la table, vide. Personne n'a demandé pourquoi. J'ai allumé une des bougies de ma grand-mère à côté, du genre court en cire d'abeille. Et je l'ai laissée là pendant le repas. La chaise vide n'était pas pour ma mère telle qu'elle est. C'était pour la mère que j'aurais aimé avoir. Celle qui aurait pu demander si j'allais bien. Je ne m'attends pas à ce qu'elle s'y assoie un jour. Mais j'ai décidé que je préférais faire le deuil de la mère que je voulais plutôt que de continuer à saigner pour celle que j'ai. Il y a une différence. Et il m'a fallu 44 ans et une lettre d'une femme décédée pour l'apprendre. C'est la partie que personne ne vous dit sur les limites. Elles peuvent être la bonne chose à faire et pourtant faire mal comme la mauvaise. Me choisir ne m'a pas donné l'impression de gagner. C'était comme des funérailles pour quelque chose qui n'avait jamais vraiment été en vie. J'ai fait les deux à la fois cet automne. J'ai construit une famille et j'ai enterré un souhait. Certains dimanches, c'est facile. Certains dimanches, je regarde la chaise vide et le chagrin remonte, frais, et je le laisse faire. Parce que j'ai appris qu'un chagrin que vous autorisez à s'asseoir à table finit par manger tranquillement et s'en va. Tandis qu'un chagrin que vous enfermez dehors ne fait que frapper à la porte pour toujours. Ma grand-mère me l'a appris aussi, à sa manière. Tout le monde a une place ici, disait-elle, même les choses tristes, surtout les choses tristes. Quelques semaines après le dîner, j'ai envoyé un message à ma mère. Je ne suis pas de pierre et elle est toujours ma mère. Et toute la lettre de ma grand-mère portait sur le danger de laisser la honte fermer un cœur. Je ne voulais pas fermer le mien. Je l'ai fait court. La porte est ouverte si tu veux un jour t'asseoir à ma table, maman. Pas pour tout réparer. Juste pour t'asseoir. Mais j'ai fini de la mettre pour toi en espérant que tu viendras. Les points sont apparus. Ils ont duré longtemps. Et puis un seul mot est revenu. Peut-être. Pas je suis désolé. Pas tu me manques. Juste peut-être. Une porte laissée entr'ouverte, ce qui est le maximum qu'une personne aussi effrayée puisse gérer. Et peut-être plus qu'elle ne m'a jamais donné. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir et je n'ai pas attendu davantage. C'est tout, en réalité. J'ai arrêté d'attendre. Je comprends maintenant la différence entre les excuses que les gens donnent. Il y a celles qui viennent du regret, celles qui viennent du fait d'être pris. Et celles qui viennent de la peur de ce que cela coûtera. Ma mère n'a jamais réussi la première sorte. Peut-être qu'un jour elle le fera. J'ai fait la paix avec le fait que je n'organiserai pas ma vie autour de l'attente. La boulangerie se porte bien. Mieux que bien. J'ai fait une chose là-bas cet hiver que je veux vous raconter parce que c'est ainsi que l'histoire se termine vraiment pour moi. J'ai demandé à Warren de me construire une longue table pour l'arrière de la boutique. En pin comme celle de la maison, assez grande pour une douzaine de personnes. Je l'ai mise près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entre. Et j'ai accroché une petite pancarte au-dessus, écrite à la main. Rien d'extraordinaire. Il y a de la place pour tout le monde. Le dimanche, maintenant, après ma fermeture, cette table se remplit. Dileya et Wendell viennent, mes cousins, des voisins qui n'ont nulle part où aller. Colette amène des amis. Warren découpe tout ce que j'ai fait en trop. Et sur le mur au-dessus de tout ça, où tout le monde peut le voir. J'ai accroché le plat de service de ma grand-mère. Celui de couleur crème avec la fissure qui traverse l'émail comme une rivière sur une carte. Il ne contient plus de nourriture. Il tient une place. Il me rappelle chaque jour que la fissure n'a jamais été le défaut.
La fissure est la preuve qu'une chose a été utilisée, aimée, transmise et jamais. Pas une seule fois, jetée. Ma mère a passé toute sa vie à essayer de posséder une table qui paraissait parfaite aux étrangers. J'ai arrêté d'attendre d'être invité dans ma famille. J'en ai construit une qui a toujours une chaise. Et si cette histoire vous a trouvé ce soir? Peut-être que vous êtes debout à votre propre table en ce moment, essayant de décider qui a une place. Alors, dites-moi, quelle est la limite que vous avez finalement fixée? Et qui s'est montré pour vous quand vous l'avez fait? 200 ou choisi. Les gens qui sont venus dès que vous avez demandé. Je vous lirai. Il y a de la place pour tout le monde ici. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.